On est live. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés à midi pour nous rejoindre et nous écouter, Sandrine et moi, sur ce webinaire. Webinaire, c'est la traduction française, je me demande toujours, c'est la traduction française officielle de webinaire, c'est webinaire peut-être. Événement en ligne, C'est webinaire. autour de la création de grille de salaire. Ouais, c'est webinaire, je crois aussi. Donc sur ce webinaire, autour de la création de la grille de salaire, je suis très heureux. On commence doucement pour accueillir les gens qui nous rejoindraient un tout petit peu après-midi, le temps d'aller prendre à manger, de sortir de sa réunion d'avant, etc. Mais on va quand même se lancer parce qu'en fait, on a un agenda assez chargé. Mais avant de rentrer dans cet agenda chargé, on va d'abord présenter. On va d'abord se présenter. Je laisse Sandrine, je te laisse te présenter à notre audience avant que j'en fasse de même et avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je te remercie Virgile. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être là. Moi, mon boulot, c'est de parler de rémunération. Donc, dès que j'ai l'occasion de saisir un micro, je n'hésite pas. La plupart du temps, ce que je fais, c'est que j'accompagne des dirigeants qui ont besoin de revoir leurs pratiques de rémunération. Voilà. Donc, j'ai travaillé très longtemps dans le secteur bancaire et depuis 2020, je suis à mon compte. J'ai créé ma société qui s'appelle How Much, parce que dans combien, il y a d'abord comment. Et j'accompagne majoritairement des startups et des scale-up qui ont besoin de revoir leur système pour accompagner la croissance de l'entreprise. À côté de ça, je suis aussi formatrice, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Merci Sandrine. Et donc Sandrine qui est notre experte du jour. Donc moi, je vais me présenter, mais moi donc je vais être aujourd'hui, donc je suis Virgile Ringard, je suis CEO et cofondateur de Figures. Moi j'ai commencé ma carrière en rémunération il y a de ça quelques temps dans le CAC 40. Après j'ai eu 11 ans d'expérience dans les ressources humaines et j'ai créé Figures il y a un peu plus de 2 ans et demi avant d'être rejoint par mon cofondateur Bastien pour essayer de créer un nouvel outil pour gérer de manière, on espère, un peu plus simple, un peu plus moderne, la gestion de sa politique salariale et notamment, depuis peu, la création, le maintien à jour et le partage de ces grilles de salaire. Donc, on est directement dans le sujet. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ça va être un agenda assez chargé parce que l'idée, c'est que je me pose plus en, on va dire, en modérateur et que je vais laisser Sandrine nous accompagner dans la création pas à pas d'une grille de salaire. Donc, l'idée, c'est qu'en 1 heure aujourd'hui, en gardant de la place pour vos questions, on aille pas à pas sur pourquoi créer une grille de salaire, quand créer une grille de salaire, quels sont les prérequis, comment ça se passe, c'est quoi le pas à pas, quelques questions, petits challenges qui s'y rencontrent, et que vraiment ce soit le plus actionnable pour vous, le plus actionnable possible pour vous si vous voulez créer ou revoir la méthodologie de votre grille de salaire demain. Donc ça va être assez dense. Je pense que c'est plus dense que pas mal des autres webinaires qu'on a pu faire, parce qu'on veut vraiment rendre ça le plus actionnable possible. Quoi qu'il arrive, il y a un replay qui vous sera partagé avec notre guide sur la création de grille de salaire par ailleurs, mais on essaie de le rendre le plus dense, le plus actionnable possible. Donc, on va bouger à un tempo assez rythmé pendant ce webinaire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser de questions. Posez les questions dans le chat. Celles qui sont pertinentes par rapport au sujet qu'on est en train de traiter, on les prendra au fil de l'eau. Et quoi qu'il arrive à la fin de notre présentation, on aura un temps dédié à la prise de questions, aux questions-réponses, etc. Et là, on est parti. Et on est parti avec la première question, parce qu'on dit on doit créer des grilles de salaire. Mais en fait, pourquoi créer des grilles de salaire? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer des grilles de salaire, Sandrine? Alors, une grille de salaire, c'est ni plus ni moins qu'un outil. Un outil qui va servir à mettre en œuvre de manière très opérationnelle sa politique de rémunération. Dans les gens que je rencontre, il y a des besoins assez différents. Il y a des entreprises qui veulent une grille de salaire parce qu'ils veulent mettre en place un process, en tout cas avoir un outil d'aide à la décision, de se dire pour tel profil, tel niveau d'expertise, boum, j'ai ce salaire-là, ça va vite. Et d'autres qui sont plus motivés en premier lieu par l'équité. Parce que justement, quand on a une grille de salaire et quand on pose son doigt sur un point, on a le même salaire pour toutes les personnes qui rentrent dans cette case-là. Donc, c'est à la fois un outil très pratique d'aide à la prise de décision et c'est aussi un outil qui va faciliter la mise en place de l'équité au sein de l'entreprise. Donc, plus pratique, gain de temps, gain d'efficacité, gain d'équité aussi, Oui, parce que vous mettre en mise en place d'objectifs sur la manière de traiter les salaires plutôt que de reprendre des décisions à chaque fois. tout à Mais à fait. partir de quand est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que tu as, une guide à donner, une grille de salaire à partir de telle taille ou de telle chose? Moi, je dirais dès qu'on veut mettre en place, dès qu'on veut un peu processer, et ça peut être fait très tôt, on peut mettre en place une grille de salaire. Parce qu'une fois de plus, la grille de salaire, c'est juste un outil. Ce que la grille de salaire, elle sous-entend, c'est qu'on s'est posé des questions sur où doit aller l'entreprise, qui on est, quelle est la culture qu'on veut mettre en place et qu'on veut donc infuser dans les pratiques RH,
comment on veut rémunérer les gens, qu'est-ce qui est important pour nous, est-ce que c'est le niveau de poste, est-ce que c'est le marché, etc. C'est se poser tout un tas de questions et toutes les questions qu'on doit se poser pour construire sa grille de salaire, dès qu'on est 4, on peut commencer à se les poser. Dès qu'on est 4 et qu'on a l'ambition de grandir, on peut commencer à se poser ces questions-là. Tu as parlé de quelque chose dont on va parler juste après, un peu poser la philosophie un peu de la rémunération, sa politique de la rémunération. Toi, tu as accompagné, est-ce que dans les entreprises que tu as vues ou que tu as accompagnées, c'est quoi la plus petite entreprise qui a eu cette démarche de créer des grilles de salaire? À quelle taille ils ont pu faire À appel à 12, toi? Ok, 12. Et l'idée de la grille de 12, c'est salaire, bon taux. faire une grille de salaire, donc c'est un outil d'aide à la prise de décision. Et quand on est dans une démarche de transparence, ce qui était le cas, c'est un autre sujet, je sais bien, mais ce qui était le cas de l'entreprise de 12 à laquelle je pense, eux, ils étaient dans une optique de transparence. Et à ce moment-là, la grille, elle devait garantir l'équité, permettre aux gens de comprendre pourquoi ils étaient payés ce qu'ils étaient payés, parce qu'on leur explique la grille et ce qu'elle sous-tend, et de leur donner des perspectives. Parce en matière de rémunération, il y a deux choses qu'on oublie souvent, c'est qu'en vrai, les gens, ils ont besoin de deux choses. Ils ont besoin de comprendre leur situation, ça marche pour tout dans la vie, hein. Comprendre sa situation et se projeter. Donc cette entreprise de 12 personnes, elle voulait apporter ça à ses salariés, donc plus petite entreprise dans laquelle j'ai mis une grille, ils étaient 12. Bah, très bien. Et donc, tu l'as dit en plus, donc on disait tout à l'heure efficacité, équité, mais même répondre à un besoin de compréhension et de se projeter des salariés, c'est un Oui. super outil pour ça. Trop Et bien. pour le RH, alors tu vois, la boîte de 12, en l'occurrence, ils n'avaient pas de RH, mais pour les dirigeants, c'était aussi une façon de ne pas se reposer 15 fois la question à chaque fois qu'on ouvre un recrutement, combien on paye la personne. Là, c'est facile, il y a une grille. Et on est sûr qu'on ne fait pas Parce que parfois, avec beaucoup de bonne volonté, je rencontre des gens qui sont inéquitables parce qu'ils n'ont pas de grille, ils n'ont pas de process précis. Et donc, à 6 mois d'écart, ils vont recruter deux profils exactement pareils avec 1000 ou 2000 euros d'écart. Ce qui n'est pas grand-chose dans l'absolu, mais ce qui est insupportable pour un salarié quand il s'en rend compte. Très bien. On revient sur le côté efficacité et équité. Alors, bon, on a dit, OK, on a expliqué pourquoi le faire, quand le faire, donc on peut le faire super tôt. Mais déjà, en fait, on n'est pas revenu sur qu'est-ce qu'on appelle, parce qu'on va reparler pas mal de fourchettes de salaire, de grilles de salaire. On voulait revenir avant sur qu'est-ce que c'est une fourchette de salaire. Nous, on l'a défini comme une fourchette de salaire. Donc, c'est applicable pour un rôle donné, pour un niveau de seniorité donné. On reviendra sur ces notions juste après. Une fourchette qui dit on veut payer entre un minimum, un maximum, 1000 max, 52 000, 68 000 dans l'exemple, avec un milieu de la fourchette de salaire. Et on reviendra sur comment on définit ce milieu par la suite, qui est là, par exemple, dans cet exemple-là, de 60 000 euros. Mais Oui. maintenant, comment on utilise et ça, je sais qu'on avait des discussions avec Sandrine sur, OK, mais comment on interprète ce fourchette de salaire? OK, on a un début, une fin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, conceptuellement, en tout cas, l'idée, c'est que cette fourchette de salaire, elle reprenne des niveaux un peu de compétence et de maîtrise du poste. C'est-à-dire que quelqu'un qui est plutôt dans le bas de la fourchette de salaire, c'est quelqu'un qui vient d'arriver, qui débute sur le poste, qui vient d'arriver sur le poste, qui est en apprentissage sur ce poste-là. Quelqu'un qui est plutôt vers le milieu de la fourchette de salaire, c'est quelqu'un qui commence à maîtriser son poste et à bien le maîtriser, ce qui est attendu sur ce poste-là. Et quelqu'un qui est en haut de la fourchette de salaire, normalement, c'est quelqu'un qui est prêt, qui fait plus que maîtriser son poste, qui doit même peut-être accueillir des gens plutôt sur former potentiellement des gens plutôt sur cette fourchette de salaire, et potentiellement qui est prêt pour aller au niveau d'après, potentiellement prêt pour une promotion. Est-ce que toi, ces concepts-là, peut-être un peu trop théoriques, ça correspond à ce que tu as vu? Est-ce que tu as une vision différente de l'utilisation de la fourchette de salaire? Sandrine, à toi de nous dire. Alors, je n'ai pas une vision différente, mais malheureusement, il n'y a pas de réponse toute faite. Déjà, mettre une fourchette de salaire en place, c'est un vrai choix politique, dans le sens, pourquoi pas un point finalement, de se dire pour tel poste, un junior, c'est tel tarif. Décider de mettre une fourchette, c'est déjà une vraie décision politique en termes de stratégie RH qu'on peut prendre. Donc, ça marche dans certains environnements, ça ne fonctionne pas dans d'autres. Donc là, c'est déjà un choix, c'est une question qu'il faut se poser, est-ce qu'on met une fourchette ou pas? Ensuite, la fourchette, souvent, ce que je constate, c'est qu'elle est utilisée comme marge de manœuvre. De se dire que finalement, on a une personne qui a un certain poste, qui est dans une certaine case de la grille de salaire, qui n'est pas prêt à passer au-dessus. Néanmoins, on veut faire quelque chose. On veut que son salaire il évolue parce que cette personne, soit elle a un peu plus de seniorité que les autres personnes qui partagent sa case, soit elle a une contribution particulière. Donc, il y a cette envie de se dire, OK, la grille donne un point, un tarif. Néanmoins, on veut avoir un petit peu de jeu pour distinguer un tout petit peu les gens sur des choses qui ne sont pas toujours très objectivables. Ouais, et ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est une notion point, et on en reparlera un peu après. On en reparlera un peu au moment de la largette, de la notion de largeur de la fourchette de salaire, plus ou moins large. C'est souvent une question de moins
Moins elle est large, plus elle est resserrée, plus ça peut être un point, plus il y a de l'équité. Mais moins il y a de flexibilité, plus elle est large, plus on a de la flexibilité, mais un peu moins d'équité. On a des questions dans le chat, il y en a certaines que je garde pour la fin, notamment Noémie qui est déjà en avance de phase, qui me demande comment on l'a fait évoluer dans le temps la grille. Noémie, on l'a même pas encore créée, mais on prend ta question pour la fin, c'est une excellente question. Et par contre, continuez de poser des questions, parce que je risque de les prendre au fil de l'eau. Alors, et beaucoup de questions déjà arrivées, c'est génial, il y a plein de questions qu'on va pouvoir traiter en avançant. Maintenant, avant de se lancer dans une grille de salaire, on a des prérequis. C'est-à-dire que souvent, ça, c'est un biais que moi j'ai vu, qu'on a vu chez certains de nos clients, chez Figure, on a plus de 1200 clients maintenant sur notre plateforme. C'est tout de suite se dire, OK, je dois faire une grille. OK, limite, je tape grille, je crée ma grille, j'y vais. Sans se poser les questions de ce qu'il faut faire avant. Et parce que je crois qu'on était assez alignés avec Sandrine en disant, il y a des choses, avant de se lancer dans la création d'une grille, il y a des choses à faire et des choses très importantes. La première, c'était le côté grille de niveau, définir des niveaux de seniorité. C'est un peu essentiel parce que qui dit grille dit des métiers, des niveaux de seniorité et remplir les cases. Si on n'a pas défini ces niveaux de seniorité, ça va être compliqué de faire une grille de salaire. Alors, Sandrine, est-ce que tu es, j'imagine, d'accord avec ce postulat-là? Et donc, dans ce cas-là, comment on crée ce niveau de seniorité? Quand est-ce qu'on le crée? Comment on le crée? Comment on s'y prend pour créer ça? Là aussi, je pense que c'est une question à se poser très vite, surtout quand on a l'ambition de grossir. C'est-à-dire très vite, on pose les bases et quelque part, on classe les niveaux de compétences ou d'impact d'un poste. On ne pense pas aux gens d'abord, on pense vraiment au poste. Hein. Donc, c'est un exercice un peu intellectuel de se dire, on réfléchit aux postes dans l'entreprise et on les classe finalement par niveau. Dans un métier, je prends un métier de comptable, on sait que dans notre équipe, on va avoir un comptable plus junior qui va faire telle chose et on va avoir besoin d'un comptable plus senior qui va plus aller dans l'analyse. Donc, on commence en fait à classer les niveaux de contribution, les niveaux de métier, de se dire dans telle famille, on va avoir besoin de tant de niveaux et de niveaux de granularité différents. Et toi, tu recommandes, est-ce qu'on construit ses niveaux de seniorité? Est-ce qu'on les construit en interne, on regarde en interne, on se met à les construire? Ou est-ce qu'on part de l'existant, de choses existantes pour s'inspirer? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Il faut vraiment partir de l'interne parce que pour cette question-là, à mon avis, tout est déjà en interne. Parce qu'on a déjà tous on travaille, on sait déjà un peu qui fait quoi, on sait qui a plus d'impact, quel métier va être plus important dans l'avenir. Parce que là, on parle d'un outil et l'outil va évoluer, mais il faut avoir un petit coup d'avance aussi. Mais donc, mince, j'ai oublié la question. C'était, est-ce qu'on part quand on doit définir ses niveaux de seniorité, est-ce qu'on regarde des modèles existants et on essaye de les appliquer à son entreprise? Ou est-ce qu'on part de zéro en disant je vais créer des niveaux 1, 2, 3, 4, 5? Ou est-ce qu'on s'inspire un peu de ce qu'on voit en externe? Moi, j'ai un avis, mais là, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et souvent, d'ailleurs, dans le webinaire, on va arriver sur les sujets où il n'y a pas une façon de faire les choses, comme souvent en RH ou en rémunération. Et là, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Moi, je dis qu'il faut partir de l'existant. S'inspirer de l'extérieur, c'est intéressant, surtout quand on a l'explication. Par exemple, quand moi, je rencontre une entreprise dans laquelle on doit faire une grille où on doit mettre en place des niveaux, je leur apporte un benchmark. Je leur dis, vous voyez, telle entreprise, elle a fait ça, telle entreprise, et je leur donne en fait le contexte. Telle entreprise, elle a fait ça parce qu'eux, ils voulaient ça. Leur contexte à l'époque, c'était ça. C'est toujours de dire, il y a un outil et un contexte. Il y a un outil, un contexte, un outil, un contexte. Et une fois qu'on a vu plusieurs trucs, de dire, bah voilà, maintenant, on va repartir de vous. Qu'est-ce qui vous a plu, pas plu? Qu'est-ce qui vous parle ou vous parle pas du tout? Parce que c'est aussi plus facile de réagir que de réfléchir. Néanmoins, donc, regardez ce qui se passe à l'extérieur, oui, en étant un peu... quand je dis accompagner, c'est aller voir en fait l'entreprise et lui dire, j'ai vu que vous aviez fait ça, est-ce que tu peux m'expliquer la philo derrière parce que j'ai envie de m'en inspirer, mais je veux être sûre que ça colle. Mais sinon, partir de l'interne, c'est ce qu'il y a de plus pragmatique finalement. Okay. Et donc, si vous avez besoin d'inspiration, on met l'impression que vous voyez sur les niveaux en bas à gauche, c'est un guide public qui est disponible sur notre site sur les niveaux de seniorité figures. On en a deux, un niveau simple, un niveau avancé, qui peut être une des sources d'inspiration en comparaison au fait que vous devez regarder l'interne. Donc ça, niveau de seniorité. OK, j'ai créé mes niveaux de seniorité. Maintenant, potentiellement, ce qui est bien, c'est essayer de se renseigner un peu sur les salaires de marché. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une idée de salaire de marché potentiellement avant de se lancer dans ce processus-là, Sandrine? Alors, c'est intéressant que tu le mettes à ce moment-là. Moi, quand je travaille une grille de salaire ou une politique de rémunération, le marché, je le regarde à la fin, mais parce que j'ai une vision plus budgétaire en fait de mon sujet. Néanmoins, on va dire que là, on le met en deuxième catégorie, c'est une méthodo. Je le mets à la fin, c'est une autre méthodo. Pourquoi c'est intéressant de regarder le marché? Déjà, c'est pour une histoire bête hein, d'attractivité et de rétention. C'est une fois qu'on a conscience de ce qui se fait sur le marché, on va être très conscient finalement des écarts qu'on a et des poches de risque
qu'on peut avoir aussi avec des gens qui seraient frustrés parce qu'ils savent qu'à l'extérieur, ils pourraient avoir plus, ou des gens qui pourraient simplement partir. Ou encore, il y a des entreprises qui parfois se lancent dans un recrutement sans être très au courant de ce qui se fait sur le marché et qui se prennent un mur parce qu'elles proposent des salaires qui sont très en dessous. Ouais. Donc ça, c'est le côté combinaison de regarder un peu le marché, mais faire attention à l'existant. Et ça, c'est intéressant, mais c'est vrai que dans l'ordre dans lequel on a mis, on a parlé de données de marché maintenant, c'est pas vraiment les prérequis, on les met dans le désordre. En tout cas, on a voulu mettre en avant 4 sujets qui nous paraissent importants de checker avant de se mettre dans la construction. Et en effet, les salaires de marché, ça va être intéressant de se dire, il y a l'équité interne, la manière dont on l'a bien résumé, il y a l'équité interne, c'est comment les gens se comparent entre eux Mm. et comment les gens sont à des positionnements salariaux équitables entre eux. Et ensuite, le concept d'équité externe, c'est à quel point leur salaire ou leur package de rémunération est équitable par rapport à l'externe, c'est-à-dire par rapport à la valorisation de leur rôle, de leurs compétences en externe. Et pour ça, pour l'interne, on n'a pas besoin de données de marché et on peut partir de l'interne pour faire ces grilles et regarder principalement le sujet de l'équité interne. Dès qu'on veut se préoccuper de est-ce que les gens sont bien payés, ou en tout cas payés de manière équitable par rapport à leur valeur de marché externe, il faut avoir accès à des données de marché. Ouais, parce que je me Vas-y, permets pardon. c'est une fois de plus, on repart de ce dont qui est la boîte et ce dont elle a besoin. Parce que si on fait une grille parce qu'on est en train de grossir très fort et qu'on va continuer à grossir très vite, oui, il faut être très connecté au marché. Si on n'a pas de perspective de recrutement, qu'on est sur un marché qui est très tendu et on n'a pas peur que les gens s'en aillent, on peut très bien mettre le marché dans un second temps quand l'aspect budgétaire est sécurisé. Ouais, donc c'est exactement, c'est le côté quand l'équité interne est une priorité parce qu'en fait, on sait qu'on n'a pas forcément de décalage de marché. En tout cas, c'est pas un sujet pour attirer ou c'est pas un sujet parce qu'on a peur de perdre. On peut se concentrer sur l'interne. Mais après, si on veut se préoccuper de est-ce qu'on est équitable par rapport à l'externe, est-ce qu'on va savoir recruter ou est-ce qu'on est sûr que les gens ne vont pas partir parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont sous-payés, cette notion d'équité externe nécessite des données de marché pour pouvoir avancer. Et ça nous amène en fait à ce sujet qui aurait en fait dû être le numéro un. Et tu en as parlé tout de suite en introduction, je pense, Sandrine. C'est le côté un peu la politique salariale, la philosophie de rémunération. C'est quoi? Comment tu mets avec tes propres mots ces questions qui doivent se poser à tout prix avant de se lancer dans les exercices de politique salariale? Une politique de rémunération, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble de règles qu'on applique à tous. Donc finalement, c'est de se poser la question, quelles sont ces règles? Et d'une entreprise à l'autre, on ne va pas avoir exactement on va pas avoir les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc pour moi, construire une politique de rémunération, c'est d'abord se poser la question du pourquoi. Donc le pourquoi, c'est à la fois la stratégie de la boîte, où est-ce qu'on va dans les 6 mois, 1 an, alors, en fonction du marché, quand je suis en PME, on est plus sur du 1 an et demi, quand je suis en start-up, c'est où est-ce qu'on veut être dans 6 mois. Mais où va la boîte d'un point de vue strictement business? Pour atteindre cet objectif-là, qu'est-ce que la RH elle met en place? C'est quoi ses objectifs? C'est quoi sa stratégie? Et une fois qu'on est très clair là-dessus et sur la culture de l'entreprise, on peut établir des règles qu'on va appliquer à tout le monde dans le but d'atteindre cet objectif. Du coup, je réponds un peu en avance à la question de tout à l'heure. On doit réviser sa politique de rémunération à chaque fois que la stratégie de la boîte elle évolue. On y reviendra tout à l'heure. Néanmoins, d'abord, où on va? Mais on peut la prendre maintenant. C'est que tu dis, c'est un point si on répond à la question de Noémie, parce que j'ai essayé de prendre des questions. Il y en a déjà des pas mal et super intéressantes au fil de l'eau. Toi, tu dis, c'est un point super important. On revoit cette politique salariale et donc potentiellement la grille de salaire à chaque fois. Oui. C'est pas, la grille de salaire est un outil au service de la politique de rémunération. Donc, à chaque fois que la politique de rémunération doit évoluer, les outils doivent évoluer parce que, contrairement à ce que certains aimeraient, la grille de rémunération, c'est pas un truc magique qui va accompagner l'entreprise dans toute son évolution. C'est juste un outil qui répond à un besoin à un moment T. Donc, si dans 6 mois, le marché il a évolué, s'il se tend, s'il se détend, si les salaires ils augmentent, on doit revoir la grille. Si l'entreprise elle décide de pivoter parce qu'elle abandonne certaines activités ou elle va en prioriser d'autres parce que c'est le business, on va revoir toute notre stratégie RH et donc on va se reposer la question, est-ce que notre politique de rémunération, elle sert encore l'objectif général? Je ne dis pas qu'il faut tout jeter à chaque fois, mais en fait, régulièrement, il faut se reposer la question, est-ce que les règles qu'on applique à tous, elles sont encore utiles dans l'objectif commun? Donc, c'est un petit boulot régulier qu'on doit faire sur toutes les politiques RH. Mais comme tout part du pourquoi, l'outil n'a pas d'utilité s'il ne sert pas à un objectif Ouais. global. Donc, où est-ce qu'on va? De quoi on a besoin en termes de compétences, en termes de seniorité, en termes d'ancienneté? De quoi on a besoin pour atteindre cet objectif de manière très concrète? Ensuite, comment est-ce que j'acquiers ce dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif? Et c'est là où on se pose la question de tous les outils de rémunération. Donc, il y a le salaire, certes, mais il y a des primes individuelles, variables, collectives.
Voilà, est-ce qu'on met des primes ou pas? Est-ce qu'on met en place un système de partage de la valeur ou pas? Est-ce que ça a du sens par rapport à notre business? Si on met des avantages, qu'est-ce qu'on met? Et enfin, pour moi, on se pose la question du combien. Et le combien, c'est à la fois l'aspect budgétaire. Je viens du monde bancaire, hein, donc on faisait très attention au budget. Mais à la fois, l'aspect budgétaire, qu'est-ce qu'on peut se permettre dans les 2 ans à venir en termes d'évolution de la masse salariale? Et ensuite, l'aspect marché, quelle position je veux avoir sur le marché? Moi, je rencontre des gens qui me disent: «Je veux être au marché parce que, c'est très dynamique et je retrouverai toujours, on est assez attractif». Il y en a d'autres qui disent: «Mais moi, je veux les meilleurs, je veux être au 90e percentile». C'est un positionnement, enfin, c'est une vraie décision politique que de décider où est-ce qu'on va mettre le curseur. Et donc tout ça, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, c'est un peu de boulot, c'est beaucoup d'allers-retours, hein, entre, la gouvernance, la RH. On a un début de politique de rémunération. Et une fois de plus, cette politique, elle va évoluer à chaque fois que l'entreprise, elle connaît un changement. Et point important, je pense que tu l'as dit, c'est donc nous, là, on vous mettra en lien, on le met peut-être en chat, un outil pour vous aider à, qui est un outil, c'est un guide, pour vous aider à définir cette politique de rémunération. C'est exactement ce que Sandrine vient de vous dire, c'est de vous poser les questions sur le pourquoi avant, et ça c'est impératif, avant de rentrer dans la politique de salaire. Encore une fois, avant de rentrer dans les grilles de salaire, pardon. Sandrine, une grille de salaire, c'est un outil au service de la politique. Mais donc cette politique doit être définie en premier. Et un des éléments importants, on y reviendra dessus, c'est de dire si on ne sait pas comment se positionner par rapport au marché, ça va être très compliqué de rentrer dans la grille et de rentrer dans les montants si on ne s'est pas posé cette question-là avant. On a fait tout ça. Il y a une des questions qui se pose tout de suite quand on arrive dans le côté je veux définir ma grille de salaire, c'est la question de la granularité. Et c'est par exemple, est-ce que je fais une grille de salaire pour tous mes développeurs, mon équipe de développement, ou est-ce que je vais arriver dans un niveau de granularité qui est de dire je veux différencier les front-end et les back-end? Est-ce que je fais une grille de salaire RH? Ou est-ce que je veux différencier peut-être les gens qui font plutôt de responsables RH, de ceux qui font du recrutement, de ceux qui font des outils ou de la paye? Comment on arrive à approcher cette question de la granularité dans la grille de salaire? De faire une grille pour les développeurs, une grille pour les Ouais. front-end et les back-end. Déjà, de ce que moi j'ai vu sur le marché, les petites entreprises, elles arrivent à faire des grilles un peu globales, où tu définis un niveau, on va dire que tu as 6 niveaux, et que un peu ce que fait Alan, tiens, qui est pas du tout une petite entreprise, mais en gros, on a des niveaux et on peut retrouver plusieurs métiers au même niveau et ils arrivent à avoir un salaire pour ce niveau-là. En dehors d'Alan, ça marche hyper bien dans les petites entreprises. Quand on grandit, que les métiers se complexifient, ça devient hyper difficile. Ça devient hyper difficile parce que je prenais l'exemple de la compta tout à l'heure. Alors, c'est vrai que je prends l'exemple de la compta. Au début, tu as un comptable, une comptable, la personne, elle fait tout. Quand tu commences à grandir et à complexifier les tâches, il y a quelqu'un qui va faire la saisie comptable, il y a quelqu'un qui va faire l'analyse financière. Tu ne peux pas les payer au même niveau. Néanmoins, ils sont 2 dans l'équipe, donc il va bien falloir que tu fasses quelques niveaux. Et c'est là où les chemins de carrière, travailler ces chemins de carrière, ça aide beaucoup. Parce que quand tu te poses sur le service finance, que tu regardes les métiers et que tu fais leur chemin de carrière, tu vois où est-ce que tu peux emmener les gens. Tu vois s'il y a des évolutions possibles à venir. Et là, tu peux, si c'est des évolutions à moyen terme, tu peux les inclure dans ta grille. Soit des évolutions de carrière, soit des évolutions de business, où tu sais que dans 6 mois, il va te falloir une nouvelle personne à la finance parce que ça ne tiendra pas sinon. Et ensuite, ça tient beaucoup à ce en quoi tu crois. Une fois qu'on s'est dit, OK, on va distinguer les métiers, ça tient beaucoup à ce que le ou la dirigeante croit. Moi, je rencontre des gens qui me disent, un développeur, il sera payé comme les autres développeurs. On ne distingue pas. Il y en a d'autres, ils croient vraiment qu'il faut distinguer les full stack, les DevOps, etc., etc. Et c'est leur croyance et c'est OK. Enfin, c'est OK, du coup, ça vient alimenter la culture de l'entreprise et la vision des dirigeants. Donc, c'est quelque part, il faut être conscient de ce en quoi on croit. Et c'est pas si évident que ça, parce que parfois, on ne se pose pas la question, mais en fait, c'est quoi mon avis sur cette question et l'assumer. Il n'y a pas toujours de bonne ou de mauvaise réponse. Et finalement, moi, en tant que dirigeante, je crois ça et je suis prête à l'expliquer, à l'assumer auprès des équipes. Donc, tout ça pour dire que j'ai des scale-up qui ont une ligne pour les développeurs, quels qu'ils soient, et il y en a d'autres qui ont bien distingué tous les métiers qu'on peut avoir chez les devs, parce qu'il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a certains métiers chez les devs qui coûtent moins cher sur le marché. Et on se dit, on veut aussi que on veut que chacun soit payé au prix du marché pour pas trop gonfler sa masse salariale ou pour pas tirer les gens vers le bas, ni trop vers le bref. Ouais, on est assez alignés sur ça. Il y a le côté, encore une fois, comme beaucoup de choses qu'on va dire aujourd'hui, il n'y a pas forcément de décision absolue et ultime pour toutes les boîtes, il n'y en a même pas. Il y a des vérités qui sont par rapport aux envies de la boîte, à qui la boîte a envie d'être, etc. Après, en effet, il y a des réalités marché qui sont
plus on est granulaire, plus on peut, quand on parle du côté équité externe, plus on est granulaire, plus on peut coller à la réalité de marché, où certaines fonctions, certains métiers sont plus ou moins sous tension, mais plus on se crée de la complexité aussi dans la gestion, parce que plus il y a de grilles de salaire, plus ça crée de la complexité à gérer. Donc là, on s'est posé de ces questions-là, et maintenant, on rentre dans le vif du sujet, et en plus, j'ai oublié d'appuyer sur le petit truc ici, dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet. Sandrine, on a défini notre politique salariale, on a défini nos niveaux, on s'est inspiré ou pas d'externe, on a défini nos niveaux. On a eu des données de marché parce qu'on s'est dit que c'était important d'avoir une grille de salaire à peu près alignée avec les données de marché. On s'est posé la question de la granularité, on est prêt à y aller. Comment on fait? Et donc là, l'idée, c'est qu'on s'est dit, moi, j'ai écouté Sandrine, j'ai écouté son webinaire, je me dis, OK, je suis prêt, j'ai l'impression de commencer un peu à savoir comment faire. Je vais me lancer. Création de la grille de salaire pas à pas. Et je vais présenter comment on crée une grille de salaire. On a pris un métier au hasard, on dit, on veut créer une grille de salaire, une fourchette juste pour le métier on veut créer la grille de salaire des back-end développeurs. Donc déjà, on a fait le choix de payer pas tous les ingénieurs au même poste. On a le choix de dire, OK, on veut zoomer sur les back-end. Et on va zoomer sur juste une fourchette d'un senior back-end développeur. Et là, on fait le choix. On est une boîte qui se prépare à grandir. Et il y a eu des questions intéressantes dans le chat sur lesquelles on reviendra après, sur la question de budget, sur la question de si on est bootstrap et on n'a pas forcément de moyens, ou les temps sont difficiles, comment on gère. On viendra après. Là, on part du principe qu'on est une boîte. On se prépare à grandir. On veut être sûr qu'on est aligné avec le marché, parce que cette notion d'équité externe est importante. On dit, OK, on va aller regarder les données de salaire. On va aller regarder les données de salaire et on va voir. Et donc là, je vous donne un exemple. C'est des données de salaire en live de figure de senior back-end développeur à Paris pour des niveaux de seniorité beginner, junior, intermédiaire et senior, où on a rajouté un filtre pour prendre que l'industrie de la tech, ce que vous voyez à gauche. Donc là, c'est le salaire à Paris des back-end développeurs junior, intermédiaire, senior dans l'industrie de la tech. Donc ça, on a pris ça. Et d'ailleurs, c'est un lien qu'on va vous partager dans le chat, que vous pouvez aller voir les données elles-mêmes directement dans le chat, si ça vous intéresse de savoir combien les données de marché directement de figure pour un back-end développeur. Mais maintenant, je n'aurais pas dû le faire, parce que vous allez tous cliquer sur le lien et plus personne ne va regarder. J'ai vu les données de marché. Dans ma politique salariale, l'idée, c'est de se dire, on vise le 60e pourcentile du marché. Il s'avère que le 60e pourcentile des données de marché, c'est 67 000 euros. D'accord? D'après les données de marché figure qu'on vient de voir, c'est ça le 67e pourcentile, le 60e pourcentile. Ma politique salariale, quand on reprend Sandrine, ce que disait Sandrine, j'ai fait le choix de me positionner un tout petit peu au-dessus de la médiane, au 60e pourcentile. Donc, on dit 67 000 euros, ça devient le milieu de la fourchette, parce qu'on veut viser 60e pourcentile. Donc, le milieu de notre fourchette, ça va être 67 000 euros. Et ensuite, on va définir le minimum et le maximum en faisant plus ou moins 10%. On reviendra sur ce 10% par la suite. Et donc là, j'ai créé une fourchette de salaire. A priori, j'ai créé la fourchette de salaire pour un métier qui est un back-end niveau senior à Paris, en me basant sur les données de marché, en regardant ces données de marché dans le contexte de ma politique salariale et du positionnement de marché que je veux avoir en tant que boîte, qui n'est pas forcément celui des autres boîtes, et j'ai créé ma fourchette de salaire. On y va, on a fait ça, et en fait, l'idée, c'est pour les fourchettes de salaire, pour créer une grille, une fois qu'on a fait une fourchette, on répète ça pour tous les niveaux, on répète ça pour tous les métiers, et en fait, c'est là où on peut créer la grille de salaire de manière générale. On a vu la philosophie de création d'une grille de salaire alignée en partant des données de marché. Encore une fois, Sandrine proposait aussi notre méthodologie qui est de partir de l'existant. Là, pour simplicité, on dit, on part des données de marché, on part de notre positionnement, on crée une fourchette de salaire, et on fait ça pour tous les métiers, tous les niveaux de seniorité. Et c'est là où je suis obligé de dire qu'on a fait ce process-là que moi, j'ai fait plusieurs fois dans ma carrière. C'est un processus qui est un peu long et complexe dans Fichier Excel et qui, dans Figures, est assez impressionnant parce que vous pouvez faire tout ça pour tous vos métiers, toutes vos localisations, tous vos niveaux de seniorité. En 5 minutes, on crée l'intégralité de vos grilles. Maintenant, ça, j'ai été dit. On parlait de ce 10%. Je disais plus ou moins 10%, mais sorti complètement de nulle part, Sandrine. Le côté largeur des fourchettes de salaire. Moi, je disais 10%. Comment on choisit ces 10%? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que ça doit être un point? On en a commencé à en parler tout à l'heure. Est-ce que ça doit être plus que 10%? Comment est-ce qu'on aborde ce sujet de la largeur des fourchettes de salaire, qui est vraiment une des questions les plus épineuses quand on se met à créer la grille de salaire? Une fois de plus, ça dépend beaucoup de ce à quoi on croit. Pour évacuer le sujet du point, le point, c'est vraiment de se dire que quand on paramètre sa grille de salaire, on se dit, pour moi, la grille de salaire, ce qui est important, ça va être le métier, le niveau de responsabilité, peut-être le management, et que quand on combine ces trois éléments-là, on arrive à une case, et dans cette case, il y a un point, et toutes les personnes qui rentrent dans cette case auront le même salaire. Voilà. Quand on commence à mettre des fourchettes, c'est qu'on se dit, les cases, elles sont un peu étroites, on veut avoir du jeu, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Maintenant, à quel point on met du jeu, et ça, là aussi, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend de pourquoi vous voulez du jeu.
J'avais une entreprise qui, par exemple, eux, ils voulaient du jeu pour pouvoir augmenter les gens qui sont là depuis longtemps. Ils ne voulaient pas mettre en place de conditions d'ancienneté ou de primes d'ancienneté, mais ils voulaient se dire, quand on a quelqu'un qui est là depuis un moment, qui va rester dans son poste, qui ne va pas évoluer, on veut avoir un peu de jeu quand même pour lui donner quelque chose. Et on veut que les gens qui seront dans la même ligne se disent, oui, même sans évoluer, sans même évoluer d'un point de vue carrière, je peux évoluer d'un point de vue salaire. Ça, c'est ce en quoi ces dirigeants-là croyaient. Il y en a d'autres qui disent, non, non, moi, pour évoluer, c'est tu montes ou tu sors. C'est c'est des philosophies très grand cabinet de conseil. C'est tu montes ou tu sors. Et quelque part, eux, dans leur monde, c'est tout à fait OK. C'est à quoi on croit. Souvent, moi, ce que je constate quand même, c'est que quand on met des fourchettes, elles sont assez étroites en début de carrière. Parce que finalement, on se dit, même quand on veut un peu de marge, notamment de négociation au moment du recrutement, un junior, il n'y a pas de raison qu'il y ait énormément d'écart entre deux juniors. On peut peut-être justifier un écart avec des soft skills ou un stage un peu pertinent, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait beaucoup d'écart. Par contre, plus on monte dans la hiérarchie, plus on se dit, les fourchettes, elles ont besoin d'être larges. Je pense par exemple au C-level. Il y a des C-level, ils arrivent là, c'est leur premier poste de C-level. Si tu les mets dans une ligne C-level sans autre élément déterminant, tu dois avoir une fourchette large pour qu'ils s'y retrouvent, eux, qui sont des jeunes C-level, des nouveaux C-level, et qu'il y ait aussi des C-level plus expérimentés, qui ont déjà été C-level dans la boîte ou ailleurs, avec plus d'ancienneté, plus d'expérience, etc. Donc, au final, je me récapitule, le point est un choix politique. Le point ou la fourchette, c'est déjà un choix qu'on fait. Est-ce qu'on veut un point? Est-ce qu'on veut une fourchette? La taille de la fourchette, c'est plus cohérent qu'elle soit étroite en début de carrière et plus large en fin de carrière. Et quant à avoir, quand tu disais 10%, moi je suis tout à fait d'accord. Et je le sors de nulle part, c'est du doigt mouillé. Souvent, ce que je fais, c'est que il n'y a pas de théorie là-dessus. Donc en fait, je mets une fourchette et je la soumets à mon client. Et c'est le client qui va réagir. Et faites-le même seul. Mettez-vous 10% parce que c'est la base. Et là, vous allez voir les chiffres, vous allez réagir. Vous allez dire, ah ouais, non, là, ça me paraît beaucoup. Et parfois, on va même jusqu'à changer les fourchettes par métier, de se dire, dans certains métiers, la fourchette, elle n'a pas besoin d'être large. Dans d'autres, elle a besoin d'être plus large parce qu'on a besoin de plus de marge de négociation ou on a, ce que je disais, les gens qui vont rester plus longtemps dans les postes et on veut quand même qu'ils évoluent d'un point de vue salaire. Il n'y a rien de mieux, je pense, en matière de rémunération que le test and learn. Il faut poser les trucs, il faut écrire sur son cahier, il faut faire son Excel pour voir ce que ça donne, faire ses simulations financières, parce que je reste très obsédée par le budget, et de voir en fait ce que ça donne. Et c'est au moment où on le présente aux dirigeants qu'ils vont réagir, qu'ils vont se dire, là, la fourchette, ça ne va pas, il me faut plus de jeu, ou il m'en faut moins. Et là, on ajuste. Et alors là, je rebondis sur ce que tu avais, ce que tu disais, c'était côté, nous, encore une fois, il n'y a pas de science exacte. Ce qu'on voit dans les bonnes pratiques, c'est de dire, plus la fourchette, plus on est dans des niveaux de seniorité faibles, donc là, par exemple, niveau junior, intermédiaire, senior, plus des fourchettes sont étroites, parce que c'est des rôles sur lesquels on ne doit pas rester longtemps, sur les rôles sur lesquels il doit y avoir peu de différence entre les gens sur le poste, et plus on va sur des postes de dirigeants, plus elle peut s'agrandir. C'est un exemple de ce que vous pouvez faire dans votre entreprise en faisant de la différenciation, en tout cas pour créer votre set initial, mais après, comme le dit Sandrine, vous pouvez itérer là-dessus. Maintenant, une question importante, c'est la question du chevauchement. Alors pour la question du chevauchement, c'est peut-être pas évident de voir ce que c'est un chevauchement. Ce qu'on appelle un chevauchement, c'est quand deux grilles du salaire, je vais vous montrer de manière très visuelle dans Figure, c'est quand deux grilles de salaire se regroupent. Donc là, ce que vous voyez, c'est imaginons une grille de salaire pour des métiers du software engineering, du développement à Paris, qui aurait été faite sur Figure. La notion de chevauchement, c'est quand, par exemple, la grille du niveau intermédiaire et la grille du niveau senior se chevauchent. Donc là, on a un chevauchement, ce qui sous-entend que quelqu'un au niveau intermédiaire, en haut du range niveau intermédiaire, pourrait être payé en bas du range de senior. Et donc ça, cette notion de chevauchement, c'est souvent quelque chose qui revient dans les discussions sur, en fait, Sandrine, est-ce qu'on doit avoir des fourchettes qui se chevauchent ou est-ce qu'on doit avoir des fourchettes qui ne se chevauchent pas? Est-ce que tu as un avis, une opinion? Est-ce qu'il y a une vérité absolue ou pas? Comme souvent, je pense connaître la réponse. Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Alors, moi, j'ai une opinion personnelle. À titre perso, je n'aime pas les chevauchements. J'ai souvent eu l'impression que ça avait un effet déceptif pour des gens. Quand bien même tu arrives, toi, en tant qu'RH ou en tant que dirigeant, à expliquer des choses de comment tu as vu le sujet et être transparent là-dessus, et des gens qui peuvent être déçus quand ils constatent qu'il y a des chevauchements. Ça peut être déceptif aussi quand tu passes J'avais une cliente, tu passais à la catégorie du dessus quand ton salaire dépassait.
Donc, c'est un peu, tu es en niveau intermédiaire, et ben, en fait, on se rend compte qu'avec les augmentations qui ont été décidées par ailleurs, bah, tu es aussi bien payé que des seniors, et ben, en fait, tu vas passer senior. Et puis, on fera en sorte. Ah, c'est le salaire qui conditionnait le fait de passer, c'est presque prendre le sujet à l'envers, non, quand même? C'est complètement prendre le sujet. À mon sens, c'était prendre le sujet à l'envers. De leur point de vue, ça avait du sens. Alors, c'était une structure très particulière et c'était surtout, ils avaient des objectifs de maîtrise de leur masse salariale qui étaient hyper fortes et c'était une façon pour eux de ne pas rembourser la dette sociale qui avait lieu parce que c'était tout un tas de pratiques anciennes qui se cumulaient et qui est arrivé à ce système-là. Ils n'étaient pas prêts à faire table rase et à construire un truc nouveau. Donc, je ne le prenais pas comme exemple, mais eux, en tout cas, quand ils expliquaient leur système, ça ne les choquait pas. Donc, moi, les chevauchements, je ne suis pas super fan. À mon sens, il faut essayer d'éviter un peu, parce que quand une personne passe au niveau supérieur, quand on est promu notamment, on peut savoir avoir une très belle augmentation, sauf que si on a déjà commencé à beaucoup chevaucher la fourchette du dessus, on peut être un peu déçu du niveau qu'on nous propose, parce qu'on ne peut pas non plus aller trop vers le max de la fourchette, pour plein de raisons. Donc, ce que j'essaye de dire de manière très maladroite, c'est que chevauchement ou pas, une fois de plus, ça dépend de ce en quoi les dirigeants croient. J'ai des clients qui disent 0 chevauchement et on veut qu'entre les bandes, il y ait du jeu. On ne veut pas que la fin d'une bande, ce soit le début de l'autre. Il y ait du jeu. Celui qui est au bout de sa fourchette, quand il passera au-dessus, il aura une vraie augmentation. Parce que c'est ce en quoi ils croient. Et il y en a d'autres qui me disent, mais nous, que ça se chevauche, ça ne nous gêne pas, parce qu'on peut tout à fait expliquer qu'une personne, elle n'a peut-être pas le niveau de maîtrise sur un poste, mais elle a d'autres choses qui ont justifié des augmentations, et nous, ça ne nous pose pas de problème. Donc, c'est, une fois de plus, en quoi on croit. Donc, c'est toutes des discussions qu'on se pose au moment où on fait sa politique de rémunération. Ouais, c'est intéressant parce que moi, par exemple, quand j'étais chez Criteo pendant 3 ans, on avait dans pas mal de fourchettes les cas qui se chevauchaient et c'est quelque chose avec lequel on a appris à vivre et on vivrait bien. La manière dont on l'expliquait, c'est que quelqu'un n'est peut-être pas prêt à passer senior. On veut lui donner de la marge de progression en intermédiaire et de manière générale, est-ce que on voulait donner de la marge de manœuvre? Et d'ailleurs, ça revient à la question de Pierre-Henri qui dit est-ce que c'est pas un peu étroit à 10%? Nous, on avait des fourchettes de salaire qui étaient assez larges pour permettre de l'évolution au sein du même rôle. Donc, c'était la volonté de la flexibilité et de l'évolution dans le rôle long qui était OK culturellement, et aussi sur le fait qu'on se disait, est-ce que vraiment quelqu'un qui est en bout de fourchette d'intermédiaire, qui normalement maîtrise très bien son poste, il est très différent de quelqu'un qui est au début du rôle senior. Souvent, c'est pas d'un seul coup, quand on est promu d'intermédiaire à senior, on arrive au boulot le lendemain matin, d'un seul coup, on fait 2 cm de plus, on est plus costaud, plus intelligent, plus fort. C'est quand même une fluidité, il n'y a pas de science exacte et d'avoir un peu de chevauchement. Ça nous allait. Mais comme le dit Sandrine, je pense que ce qu'on a mis à la fin, il n'y a pas de vérité absolue, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez culturel. Par contre, aussi néanmoins, d'un point de vue très pragmatique, plus vous avez des fourchettes de salaire larges, plus vous aurez du chevauchement. Vous ne pouvez pas dire j'adore les fourchettes de salaire super larges, plus ou moins 25%, et je suis contre le chevauchement, ça va être très compliqué. Donc, c'est évidemment 2 choix qui sont liés. C'est pour ça qu'on les a mis dans ce même choix-là. Je continue d'avancer. Vas-y, pardon, Sandrine. Je suis hyper bavarde, hein. Mais je comprends la question de Pierre-Henri. En théorie, ça peut paraître un petit peu léger de 10%, mais en pratique, finalement, quelqu'un qui va surperformer 2 années de suite et qui mériterait 10%, d'ailleurs, 10% d'augmentation en interne, c'est vraiment beaucoup. Alors, quand on est dans une boîte qui pratique ce genre de choses, on a l'impression que c'est la norme, ce n'est pas le cas. Parenthèse refermée. Donc, quand on surperforme au point d'avoir 10% 2 années de suite, spontanément, enfin moi, ce à quoi je pense, c'est qu'on n'a plus rien à faire dans sa case. Il est peut-être temps de passer à la case du dessus. C'est que quand on donne 2 fois 10% à quelqu'un, en tant que RH ou en tant que manager, qu'est-ce que la surperformance en fait si ça ne justifie pas que la personne elle passe au niveau du dessus? Et c'est souvent le cas, c'est que souvent les entreprises qui ont des fourchettes de salaire assez étroites ou voire des points, on revient sur ces points, c'est des entreprises qui beaucoup jouent sur le fait, le mécanisme de promotion rapide et de pousser les gens à montrer par la performance qu'ils méritent d'être promus et donc d'avoir une vélocité rapide entre les niveaux. Et il y a aussi, quand on parlait d'outils, et promis, après je nous laisse avancer, il y a des gens qui utilisent la grille de manière systématique. La grille s'applique à tout le monde, point barre. Il y en a d'autres qui disent la grille, comme tous les process, s'applique à 80% des gens et nous laisse plus de temps, puisqu'on s'est libéré du process, ça nous laisse du temps pour aller gérer les cas particuliers. Donc, et ça aussi, un choix politique aussi, de se dire la grille, elle s'applique à tout le monde, ou on s'autorise à faire des cas particuliers dans certains trucs. Et là où il faut faire un peu gaffe, parce que si on fait trop de cas particuliers, au bout d'un moment, la grille ne veut plus rien dire, tout le monde a perdu le sens de l'outil.
Et complètement d'accord. Encore des décisions, si vous n'êtes pas lancé là-dedans, que vous allez devoir prendre. On avance, ça c'était un exemple encore une fois. On arrive sur le côté communication des grilles de salaire. On finit par ça, communication et transparence. On va revenir là-dessus. Et ensuite, on prend les questions. Il y en a beaucoup sur lesquelles j'aimerais répondre. Des questions super intéressantes. Et donc, n'hésitez pas à les poser si vous en avez plus ou à voter les questions existantes parce qu'on va les prendre juste après. Mais là, on voulait parler communication. Communication, niveau transparence, nous, on sait quelque chose sur lequel on a pas mal travaillé chez Figure. C'est des questions sur lesquelles on a pas mal étudié le niveau de transparence de nos entreprises. On aime dire qu'il y a plusieurs niveaux de transparence. Souvent, quand on parle de transparence des salaires, on pense transparence des salaires égale à ce qu'on appelle la transparence absolue, qui est le dernier niveau, comme ce niveau 5 là-dedans. Nous, on aime bien résumer sur que vous n'avez pas à être, quand on parle de transparence des salaires, à tout de suite être transparent, à donner les salaires de tout le monde à tout le monde. La transparence, ça peut être progressif, ça peut être par étapes, ça peut être, c'est encore une fois quelque chose que vous devez choisir. Nous, on aime bien dire que la première étape, c'est peut être transparent sur votre philosophie de rémunération. Qui vous avez envie d'être, quelle est votre position dans le marché, comment vous voyez la place du salaire par rapport aux avantages, tout ce dont parlait Sandrine. Toutes ces questions que vous devez vous poser avant de faire votre grille de salaire, j'espère que vous l'avez retenu, vous pouvez être transparent dessus. Ensuite, vous pouvez être transparent sur les process. Comment on détermine le salaire à l'embauche? Comment on détermine les salaires dans les revues annuelles de salaire? Quels critères sont pris en compte? Est-ce qu'à l'embauche, le diplôme joue ou ne joue pas? Amener de la transparence déjà là-dessus, ça va permettre, Sandrine me disait, aux gens de comprendre. Ce qui est important de comprendre comment ça marche et que ce ne soit pas une boîte noire. Le troisième sujet, c'est le partage des grilles. D'abord en interne, c'est la troisième étape. Commencer à partager les grilles, même partiellement aux salariés, peut-être la grille sur laquelle ils sont assignés, peut-être la grille du dessus, peut-être une partie des grilles jusqu'à un certain niveau. Et ensuite, ce qui risque d'arriver de plus en plus au cas où vous avez vu passer la directive européenne sur la transparence des salaires, de plus en plus, au niveau légal et même au changement de marché, vous allez devoir partager les fourchettes de salaire en externe. Ça, c'est le niveau 4. Et donc, vous ne pouvez pas aller au niveau 4 si vous n'avez pas fait le niveau 1, 2 ou 3. Vous ne pouvez pas vous commencer à partager les fourchettes de salaire sur un poste en externe si personne n'est au courant en interne qu'elles existent et qu'elles existent. Donc, c'est progressif et gardez en tête que vous devez aller jusqu'au niveau 4. Le niveau 5, la transparence absolue des salaires où tout le monde connaît le salaire de tout le monde, ce qu'on connaît chez nous, chez Figures par exemple, c'est très contextuel. Ce n'est pas le but du webinaire du jour et c'est loin d'être applicable à toute entreprise. Mais c'est un choix que l'on a fait, nous, par exemple, culturellement, de le faire. On s'est dit, on veut aller jusque-là. Et après, chaque entreprise, libre à elle de dire, nous, on va aller jusqu'au niveau 2, on va aller jusqu'au niveau 3, on va aller jusqu'au niveau 4, en gardant en tête que le niveau 4 est à peu près inévitable. C'est une question de temps avant que, de manière légale ou même de manière changement de marché, vous soyez obligé d'être de plus en plus transparent sur vos fourchettes en externe. Qu'est-ce que tu as comme commentaire à faire, Sandrine, sur tout ce que je viens de dire là-dedans? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord ou des choses sur lesquelles tu veux revenir? Je suis hyper alignée. Quand on parle de transparence, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, mais en fait, entre l'opacité totale et la transparence absolue, il y a beaucoup de nuances de gris et il faut voir laquelle correspond au moment de l'entreprise. Et j'insiste sur le moment de l'entreprise parce qu'il y en a qui l'ont fait, et ça s'est bien passé, mais je trouve ça hyper risqué du jour au lendemain de se dire on fait une politique de rémunération et demain on la donne à tout le monde. Il y a un certain niveau de maturité à avoir. Alors déjà au niveau des dirigeants, à quel point ils sont prêts à porter publiquement le message et à en parler et à débattre. C'est pas facile, il faut du temps pour que ça décante. Pour la RH, d'encaisser les questions et les frustrations qui vont émerger de tout ça, et les managers qui sont en première ligne. Donc c'est tout un chemin, j'ai envie de dire. Maria Brisa de Hawking disait lors d'un webinaire, It's a Journey, Transparency It's a Journey, c'est finalement un pas après l'autre, on acquiert la maturité nécessaire et on sent aussi quels sont les besoins des gens et on arrive à mieux ajuster les besoins au niveau de transparence. Il y a des gens, ils ne veulent pas de transparence. Et je prends l'exemple d'une start-up que je ne peux pas citer. Ils étaient à moins de 50 et ils avaient revu toute leur politique de rémunération. Et ils fonctionnaient sous forme de vote. C'est-à-dire que toutes les semaines, la RH envoyait une question et les gens répondaient par oui ou par non. Donc, grille de salaire, est-ce que vous voulez qu'elle soit transparente? Majorité, oui. La semaine suivante, est-ce que vous voulez qu'on soit sur une transparence totale et on fait ce que vous faites chez Figures? Et là, la majorité des gens est à non, nous on a la grille, c'est bon. Maintenant, de voir les lignes des gens, on n'est pas à l'aise, on ne veut pas. Alors, le dirigeant était très, très étonné, un peu frustré parce qu'il voulait mettre ça en place dans sa boîte. Mais la réalité, c'est que les gens n'en voulaient pas. Et donc, ça m'amène à être à l'écoute, finalement. Être transparent, c'est pas que prendre un haut-parleur et crier au monde ce qu'on est en train de faire. C'est que finalement, les gens, ils se posent quoi comme question? C'est quoi leur question au quotidien? Quel est leur besoin? Et je rebondis sur une question, Julie, juste sur cette étape 5. L'étape 5, légalement, est largement faisable quand c'est fait avec l'accord des gens. Donc, tant qu'il y a l'accord des gens pour partager leur salaire, c'est faisable. Mais il y a l'accord légal, et Sandrine le disait, le plus important pour l'étape 5,
C'est aussi même l'accord moral. Est-ce que c'est le type de boîte que vous avez envie d'être et que auxquels les gens ont envie de faire part. Donc, et c'est très dur de faire et de ne pas le faire au début, en fait, de l'implémenter après le début, parce qu'il y a forcément des gens qui ne sont pas à l'aise. Et nous, dans les gens que l'on a vus, et on a des exemples de Sandrine, de nos clients, il y a ceux qui ont dit, moi, je n'ai pas envie qu'on soit en salaire transparent, soit parce qu'ils n'avaient pas envie que les gens connaissent leur salaire, mais aussi ce qui est au début potentiellement moins évident, il y a des gens qui savent qu'ils n'ont pas envie de connaître le salaire des autres, parce qu'ils savent que ce n'est pas forcément une information qui les rendrait à l'aise, avec laquelle ils sauraient être assez rationnels et non émotionnels. On finit sur le dernier sujet, sur le partage de la grille de salaire. Donc ça, partager la grille de salaire, on finit vite parce qu'on a beaucoup de questions intéressantes, mais le partage de la grille de salaire, on vient d'en parler sur le niveau quand on commence à communiquer la grille, la plupart des entreprises, et je crois que ce que tu as vu Sandrine, commencent par communiquer au leadership, au management, les grilles, ou une partie des grilles par métier, c'est ce que tu vois toi aussi. Oui, et c'est absolument ce qu'il faut faire. Alors, j'ai vu un cas où les grilles ont été partagées à tout le monde avant d'être partagées avec le management. Et dans cette entreprise-là, ça a vraiment été vécu comme un déni de management. C'est que les managers sont aussi des salariés comme les autres, et ils n'avaient pas eu, eux, le temps, ils n'ont pas eu plus de temps que les autres de s'approprier la grille, déjà ne serait-ce qu'émotionnellement, parce que c'est un truc quand même de se dire c'est bon, on part sur la transparence, on donne la grille, et on peut avoir un peu une idée de ce que les autres gagnent. Donc les managers n'ont pas été consultés sur la construction de la grille, sur les fourchettes, n'ont pas eu d'éléments de langage, n'ont pas été accompagnés dans la prise en main de cette grille et dans l'accompagnement de leurs équipes. Et ça a été hyper mal vécu dans cette boîte-là. Donc, je pense qu'il faut toujours commencer déjà par le top management. Est-ce que le CODIR est solidaire sur cette grille? Est-ce qu'on partage, est-ce qu'on a un langage commun au sujet de cette grille? Parce que quand on lance une grille et que 2 semaines après, il y en a un au CODIR qui dit qu'en fait, lui, il n'est pas d'accord, c'est compliqué en termes de message, en termes de politique, en termes de culture. Enfin, ça dégage quelque chose qui n'est pas très sain. Et ça, les gens, ils le savent, même si on ne le conscientise pas particulièrement. On commence par le CODIR, on embarque le CODIR, on emmène les managers, et amener les managers, c'est les former, leur donner des éléments de langage, répondre d'abord à toutes leurs questions à eux en tant que salariés, pour qu'ils soient le plus sereins possible quand il va falloir qu'ils en parlent avec leurs équipes. Ouais, et ça, on sort un guide, on a un webinaire, je crois, prévu sur la communication des grilles de salaire, le fait de exactement ce que tu disais, embarquer le leadership, former les managers sur leur situation, plus sur la situation de leur équipe, ce pas progressif. Donc, on a des choses qui arrivent dessus. On ne va pas en parler plus, si ce n'est qu'en effet, le partage progressif des grilles de salaire aussi. Pas facile avec Excel. Moi, je l'ai fait, de partager, de prendre des sous-ensembles de grilles, de partager une sous-ensemble des grilles des devs au CTO, des sales, etc. Et c'est là où, encore une fois, je pense qu'on peut pas mal vous aider avec Figures et notre outil de gestion des grilles de salaire où le partage est bien plus simple. Maintenant, on y va, on prend les questions. On en avait beaucoup. Il y en avait, alors je reviens sur certaines questions qui ont été très bien votées et qui étaient assez intéressantes, notamment la première de Gabriel qui est super intéressante et qui est classique. Gabriel dit comment on gère la dette RH. On arrive, on vient mettre une place et avant nous, c'est un peu n'importe quoi. On arrive, on fait notre grille et en fait, on a des gens en dessus, on a des gens en dessous, on a des gens un peu partout. Qu'est-ce que tu as vu comme situation là-dedans et quel conseil tu as à donner là-dessus, Sandrine? Là, j'ai un peu tout vu à ce sujet et moi, j'ai qu'une réponse, c'est cash is king. Il faut créer son modèle le plus pur possible. C'est-à-dire, dans l'idéal, dans le monde idéal, ce qu'on veut, c'est ça. Ensuite, on prend son Excel, on fait ses simus. On dit, ben voilà, si on applique ça aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Et là, on discute avec la finance. Si la finance commence à dire c'est un no-go, et c'est hyper important de discuter avec sa finance, ça paraît bateau, mais vraiment, il faut discuter avec sa finance, parce que moi, j'ai vu plusieurs boîtes qui, 6 mois après, ont dû faire marche arrière ou ont dû sortir des gens parce qu'ils s'étaient rendus compte que ça ne tenait pas dans le temps. Donc, ça peut être hyper violent. Donc, on fait sa simu, on en parle à la finance, on voit si ça passe ou pas. Si ça passe pas, il va falloir faire des choix politiques. Ou est-ce qu'on change la grille en tant que telle? Quand on a des problématiques d'attractivité, c'est difficile de se dire la grille, on va la revoir à la baisse parce qu'on a besoin. Et parfois, on va sacrifier des métiers. On va se dire tel métier, c'est pas un métier qui est très concurrentiel. Si on n'est pas tout à fait au marché, c'est pas grave. On va les mettre de côté un temps. On va concentrer le budget qu'on a sur les métiers qui vont être les plus susceptibles de fragiliser le business de la boîte, quoi. On en revient toujours une fois de plus, au budget, à combien ça va coûter, et il faut faire des choix. Et une fois de plus, c'est pas à la grille de salaire de faire des choix. C'est pas la grille de salaire qui dit qu'on augmente tout le monde. C'est une décision politique. C'est un choix de se dire qui on augmente avec le budget qu'on a.
Une autre question, alors je prends la question, on avait une question liée au budget, mais en même temps, pendant que je la prends, je dis en effet, c'est de la simulation, un travail avec la finance, avec votre CFO, votre DAF sur ces sujets-là est super important. Et c'est soit pas mal de travail sur Excel, je vais encore placer le fait que nous, on ne facilite pas ça avec notre nouvel outil Figure, sur voir le budget nécessaire pour ramener tout le monde en bas des grilles de manière un peu plus simple qu'avec des fichiers Excel. Et en fait, une question qui est intéressante avec une grande variété de métiers, est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir une grille? Donc, en fait, si j'ai plein de métiers, avec plein de gens sur plein de métiers différents, Sandrine, où j'ai 1 ou 2, 3 personnes par métier et j'ai 30 métiers, est-ce que ça vaut le coup quand même de faire une grille? Parce qu'en fait, on va avoir des gens seuls dans toute leur grille. Ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Qu'est-ce que tu recommandes dans ces cas-là? Moi, ça ne me gêne pas d'avoir plusieurs grilles. En fait, si tu me dis, j'ai pas envie de me lancer dans les grilles, c'est galère parce que j'ai plein de métiers. Moi, tout de suite, d'un point de vue très opérationnel, je me dis, mais si tu as plein de métiers, c'est galère, de toute façon. Tu ne sais pas combien les payer, tu ne sais pas comment les projeter dans l'avenir. Donc, moi, ça ne me dérange pas d'avoir plusieurs grilles. Et une fois de plus, pour des raisons stratégiques. Si tu n'as pas un cash de fou, que ton business il repose sur tes devs et que tu veux proposer à tes devs des perspectives de carrière intéressantes, tu vas faire des chemins de carrière qui vont être plus détaillés. Donc, ce n'est pas déconnant de se dire, eux, ils vont avoir une grille particulière qui va être plus étoffée, avec plus de niveaux et avec des progressions de salaire plus importantes. Là où, au service juridique, tu as une personne, c'est pas grave si tu ne peux pas comparer ton service juridique avec tes devs. Moi, ça ne me choque pas d'avoir plusieurs grilles. Il vaut mieux avoir plusieurs grilles que de se forcer à faire entrer tout le monde dans la même grille quand on sent que ce n'est pas du tout pertinent. Si les devs, ils ont besoin d'une grille à eux, ils ont une grille à eux. Si on a besoin que la strat ait sa grille, elle a sa grille. La grille, c'est un outil d'aide à la prise de décision. Ce n'est pas un must-have. Si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Mais ce n'est pas un outil magique qui va résoudre tous les problèmes, surtout si quand on l'a construit, on sent qu'on est en train de se forcer à faire un truc qui n'est pas OK d'un point de vue intellectuel. Donc si on me dit, mais ce n'est pas logique de les mettre ensemble, eh ben, on ne les met pas ensemble, on les sépare. On revient à cette question de consolider, comment c'est simple, mais de voir dès qu'on n'arrive pas à gérer, soit parce que c'est des métiers différents sur le marché, des valeurs marché, ou pas des métiers différents, et qu'on se dit on n'arrive pas à la faire marcher cette grille commune, on dissocie, on arrive dans la granularité parce qu'on sent qu'on en a besoin. On revient là-dessus. Et d'ailleurs, en fait, ça me fait penser à cette question de Noémie, je la mets en avant, parce qu'en fait, c'est un des sujets qui nous anime tous les deux, Sandrine. C'est cette question de, là, on parlait un peu outillage, de plusieurs grilles, pas plusieurs grilles, mais on revient à cette question de la politique, de la philosophie de rémunération, de qui on a envie d'être. Et en fait, on en a parlé un peu au début, ce choix de positionnement de marché. Quelles questions tu poses? Comment t'aides les entreprises à dire nous, on veut payer au 60e percentile ou nous, on veut payer au 50e, au 90e, au 25e? Qu'est-ce que tu vois, toi? Alors, les gens, ils ont souvent un avis assez clair là-dessus. Même s'ils ont du mal ils auraient du mal à dire je veux payer au 60e, au 50e, au 90e. En vrai, très vite, ils ont un avis. Très vite, ils vont me dire ah non, non, mais nous, on veut la crème de la crème. On veut la crème de la crème, donc 90. Alors, donc, on veut être au top du marché. Il y en a d'autres qui vont me dire en fait, alors nous, budgétairement, on n'est pas hyper serein, donc on se met au marché. Et il y a ceux qui disent nous, un chouille plus que le marché, ça nous va bien. Comme ça, on est un peu compétitif quand même sur le marché. Les gens ont un peu on a un tout petit peu d'avance. On gère notre attractivité et la rétention chez nous, c'est OK. Donc, c'est finalement, il n'y a pas de point parfait. Et attention, il y a même des boîtes qui vont jusqu'à avoir des choix différents par équipe, qui vont dire, j'ai des clients qui ont dit, qui sont dans la tech, mais les devs, ils sont à 90, les fonctions support, elles sont à 70. C'est pas tant à dire qu'il y a un métier qui compte plus que l'autre, c'est que chez eux, il y a une réalité où il y a un métier qui est plus, où c'est plus difficile, plus tendu de recruter qu'un autre. Donc, c'est un choix politique. Et ça aussi, comme tous les choix politiques, ça se remet en question. Si y a une année, on décide qu'on n'est plus bien au 90e, qu'on va redescendre au 75, c'est OK. S'il y a une année en particulier où on a besoin de passer du 50e au 75e, c'est OK. C'est une question à se reposer à chaque fois. Donc, le point en tant que tel, il n'a pas d'importance. C'est on veut qui et qu'est-ce qu'on peut faire financièrement, une fois de plus. Parce qu'il ne suffit pas de dire on veut être au 75e, il faut pouvoir assumer 2 ans de trésorerie derrière si on veut que la boîte aille quelque part. Ça me paraît très logique. J'essaie de prendre, on a encore 6 minutes. On a eu beaucoup de questions. Déjà, il y avait une question qui était, je la prends vite, mais est-il possible de télécharger le support? Le support vous sera envoyé. On vous fait parvenir tout ça, ainsi que notre guide de création de politique de salaire à la suite pour tous ceux qui ont été enregistrés, ainsi que le replay. Je reviens sur la question, on l'a traitée au début, mais elle est intéressante de revenir sur la question de Noémie. On a parlé de quand est-ce qu'on doit faire évoluer la grille. On a pas mal parlé de
quand on fait évoluer, le contexte de la boîte change, on fait évoluer la politique salariale, donc c'est le moment de se poser la question de potentiellement revoir la grille. Est-ce que toi, tu recommandes une cadence annuelle ou tous les 6 mois pour se dire, tiens, est-ce qu'on va vérifier la grille? Est-ce qu'elle est encore alignée au marché? Est-ce qu'elle n'est pas alignée? Est-ce qu'il y a une cadence que tu recommandes, toi, à tes clients, aux boîtes que tu accompagnes? Oui, en fait, une fois que je les connais, je leur fais une recommandation. Et ce ne sera pas la même pour tout le monde. Il y en a, ils n'ont pas besoin de le revoir tous les 2 ans parce qu'ils recrutent peu, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de budget et parce qu'ils sont plus dans un contexte de tension. Il y en a d'autres où oui, c'est tous les 6 mois. Ou tous les 6 mois, on se pose dessus. Au moment des budgets, en l'occurrence, pour préparer la révision de salaire, on se pose sur la grille, on regarde les montants. Est-ce que ça a beaucoup bougé ou pas? On fait une étude d'impact. Finalement, si on fait évoluer la grille, qu'est-ce que ça donne en termes d'impact? Ça oriente les budgets, ça oriente la révision de salaire aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de cette révision de salaire? Et dans les contextes où le budget n'est pas un problème et où on est dans un contexte de très forte concurrence, 6 mois après, on recommence. Là aussi, on ne peut ne pas recommencer pour tout, mais de se dire que si les sales, c'est un sujet qui est hyper touchy, ça vaut peut-être le coup de se reposer sur la grille, ne serait-ce que pour pouvoir affirmer aux équipes, on a regardé, on est au marché. C'est important aussi de dire, non, on n'a pas fait une grille il y a 2 ans qui vivote comme elle peut, c'est non, on a regardé, on est encore au marché. Et je pense à une cliente en l'occurrence qui était dans un contexte hyper compétitif, elle se posait sur tous les 6 mois, et tous les 6 mois, on mettait à jour la grille, et on augmentait les gens qui étaient hors grille, parce qu'ils avaient ce besoin de retenir absolument tout le monde. Donc, une fois de plus, de quoi on a besoin, et à quel point ça bouge ou pas sur le marché. Faire une grille, c'est du taf. La mettre à jour, c'est du taf. Donc, il faut aussi bien choisir son rythme. La mettre à jour tous les 3 mois, je ne suis pas sûre que ça ait du sens. Là, la mettre à jour avant l'été, ça n'a pas de sens. Par contre, en octobre, il faut vraiment se reconnecter à Figures pour voir à quel point ça a bougé. Parce que ce n'est pas en août que tes clients ils vont charger leurs nouvelles données. Et c'est hyper important pour construire ses budgets. Mais on n'a pas de budget. Mais au moins, on est conscient de où est-ce qu'on a les poches de tension qui sont en train de se créer. Sur quel métier on est en danger. Et ça, c'est super intéressant parce que j'allais prendre une autre question de Maximilien, mais il y avait une question un peu plus tôt sur qu'est-ce qu'on fait quand on est dans des contextes un peu compliqués sur la grille. Et je pense que j'essaie de retrouver la question pour la mettre en avant, mais ce qui était quand on est dans un contexte compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère la grille si on n'a pas forcément de budget? Mais je pense que ce qui est important, ce que tu disais, c'est pas parce qu'on n'a pas de budget qu'on ne doit pas être au moins conscient de, voilà, le marché bouge, la grille potentiellement la bouge et on voit en fait l'endroit où il a bougé, on est conscient des endroits où il y a potentiellement plus de risques et peut-être que même si on n'a pas de budget de salaire, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire pour les personnes dont on voit le marché évoluer. Comment est-ce qu'on arrive à les garder engagés? Comment on arrive à se mitiger ce risque de départ? Et en tout cas, si on ne sait pas, si on ne fait pas l'effort de savoir où on est positionné par rapport au marché, etc., on ne le saura jamais. Et on parlait d'augmentation et on parlait de budget. J'ai une question qui a été votée pas mal de Maximilien, j'aimerais la prendre. Et elle est intéressante, j'aimerais bien donner notre avis et les chiffres qu'on a là-dessus. Et Maximilien dit en fait, quand tu as mentionné tout à l'heure 5% d'augmentation, 10% d'augmentation, c'est beaucoup. Maximilien, il dit, Sandrine, 10% d'augmentation, c'est beaucoup, mais il y a eu 7% d'inflation l'an dernier, finalement, 10%, c'est pas tant que ça. J'aimerais avoir même si on sort un peu du sujet cadre de grille de salaire, c'est ton avis là-dessus? Si, 10%, ça reste beaucoup. Parce que c'est là où c'est difficile, hein, mais il faut à la fois prendre l'avis en tant qu'individu et l'avis de l'entreprise. En tant qu'individu, clairement, on nous donne 7% d'augmentation. Quand on voit l'inflation, on se dit c'est quand même pas des F, j'ai pas fait un gain fou. Sauf que l'entreprise, en fait, 7%, c'est 7%. Elle n'a pas une compensation, il n'y a pas une prime de l'État ou une réduction qu'elle peut faire ailleurs sur sa propre inflation. Donc, quand elle donne 10%, c'est énorme. Quand bien même, quand on le reçoit, on se dit, par rapport à l'évolution du coût de la vie, c'est pas beaucoup. Et donc, vraiment, 10%, inflation ou pas, ça reste énorme. Et d'ailleurs, j'aurais même peut-être envie de dire, 10% dans un contexte d'inflation, c'est énorme. C'est encore plus énorme que quand on était à une inflation bien, bien moindre. Et d'ailleurs, les budgets moyens d'augmentation étaient très, très loin de 10%, étaient même en dessous de l'inflation l'an dernier dans les entreprises. Donc non, ce n'est pas la norme. Et d'ailleurs, c'est un débat autre de dire est-ce que c'est aux entreprises de répondre à la hausse de coûts de vie et de l'inflation? Pas forcément. Je prends une dernière question parce qu'elle est super impactante. Et après, on arrête là de Sandra qui vient de la poser. En fait, et tu en as parlé brièvement, on fait évoluer la grille. Le marché a bougé, on fait bouger. Il y a des gens qui se retrouvent en dessous. Toi, qu'est-ce que tu recommandes? On va simplifier la question en disant on part du principe qu'on a du budget. Si on n'a pas de budget, on en a parlé, plus compliqué. Au moins, on en est conscient, mais on ne sait pas. On a du budget potentiellement pour faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend la fin de l'année, les revues annuelles? Est-ce qu'on prend une action immédiate? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Et on fermera cette question.
J'ai envie de dire, là, ça dépend de. Moi, j'aime bien les revues annuelles. D'accord? Parce que c'est un process qui permet à la fois de s'assurer que les choses elles sont faites proprement et de manière équitable. Donc, dans une petite structure où c'est facilement actionnable, pourquoi pas le faire tout de suite? Mais moi, j'aime bien les process aussi où se poser la question, est-ce que ça a du sens de le faire en même temps, tous ensemble? J'avais fait évoluer une grille de salaire. Je pense à ça parce que je pense à un client. On avait fait évoluer une grille de salaire pour qu'elle colle au marché. Et certains métiers étaient en très forte augmentation. Le dirigeant ne voulait pas qu'on fasse au moment T parce qu'il voulait vraiment que cette augmentation, elle passe tout de même par la moulinette de la revue de performance. Et de se dire que quelqu'un que finalement je ne vais pas estimer performant, il n'y a aucune raison que je l'augmente s'il doit retourner sur le marché. Si l'argument de dire, mais oui, mais il va s'en aller, il sera mieux payé ailleurs, bah ouais, mais s'il n'est pas bon, autant qu'il aille ailleurs. Donc c'est vraiment de se dire, on va attendre la revue de performance, et c'est important, je pense, que les revues de performance se fassent en campagne où on évalue tout le monde au même moment pour des questions d'équité, et qu'ensuite on enclenche les augmentations, surtout qu'il y a le enfin, si on fait les choses correctement et dans l'ordre, on a vu le budget avant, mais tu m'as dit, on est dans un contexte où on n'a pas de problème de budget. Ouais, là, on l'avait vu. Mais c'est vrai que normalement, on aura vu le budget avant, on l'aura probablement planifié. Et là-dessus, nous, ce qu'on a fait, ce que je trouve que c'est bien d'attendre, c'est une façon de voir les choses. Moi, dans ma carrière, j'ai eu le choix et le luxe par moment d'avoir le budget de dire, d'aller voir des gens et de dire, on vient de revoir les grilles. Il s'avère que tu es en dessous, que tu es payé trop bas, tu nous as rien demandé. On t'augmente pour t'assurer qu'ils soient payés de manière équitable. L'impact sur la confiance créée avec les salariés dans ce cas de figure est absolument incroyable. Si on a le budget, si on peut, et c'est une autre façon de voir les choses, parce que c'est encore des décisions que vous allez prendre qui vous appartiennent et qui sont propres à votre entreprise, sont propres à votre contexte, à votre culture et au budget disponible. On finit là-dessus. Il est 13h02, on a débordé de 2 minutes. Hyper bavard. Non, mais on a plein de choses à dire. On a d'autres choses prévues d'ailleurs sur le sujet. On ne va pas s'arrêter à cette création. On a plein de choses sur la communication, le maintien à jour des grilles de salaire. Donc, on vous encourage à nous suivre un petit peu, ce n'est pas le cas. Sandrine, merci. Merci de ta présence. Merci pour tous tes conseils. J'espère que ça vous a été utile, ceux qui nous ont regardés en live, ceux qui nous regardent en replay, et que ça vous rend quelque chose d'actionnable pour créer votre grille de salaire, revoir votre grille de salaire. Ou en tout cas, en fait, si on se souvient, si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas la politique salariale, la philosophie de rémunération avant de s'attaquer aux grilles. Je crois que c'était le grand message. Sandrine, merci beaucoup d'être venue. Merci à toi pour l'invitation et merci à vous tous pour votre participation. Merci à tout le monde d'être venu, vraiment. J'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite une superbe après-midi, une superbe fin de semaine. Au revoir tout le monde.